Bon, on va commencer par la leçon sur le dipôle RL. Le dipôle RL est constitué par un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine. Bon, on commence par donner un aperçu sur le conducteur ohmique, tout d'abord. Bon, le conducteur ohmique, c'est un récepteur. Et lorsqu'on a un récepteur, on doit appliquer la convention récepteur. Le conducteur ohmique, on le représente par un rectangle avec deux bords. À l'intérieur de ce rectangle, on met la lettre R majuscule qui représente la résistance du conducteur ohmique. Dans certains exercices, on peut trouver cette représentation. Pour le même conducteur ohmique. Donc, si on considère que le courant électrique d'intensité I minuscule, c'est-à-dire une intensité variable, un courant variable, qui traverse le conducteur ohmique de la gauche vers la droite, la convention récepteur veut que la tension soit représentée par, la tension positive, soit représentée par une flèche qui va dans le sens contraire de celui de I. Elle est notée U minuscule R, la tension aux bornes du résistor. De la même façon ici, cela veut dire que ce conducteur ohmique, lorsqu'il est traversé par un courant d'intensité I variable, la tension entre ces bornes, qui est une tension variable, doit avoir le sens opposé à celui de I. C'est la convention récepteur. Donc, la tension qui va posséder le même sens que celui de I est une tension opposée à UR, c'est-à-dire moins UR. La loi d'Ohm, pour un conducteur ohmique, s'écrit UR égale à R fois I. Cette relation traduit la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. UR est donné en volts, I en ampères, l'unité de R, c'est l'ohm. Bon, pourquoi introduire un conducteur ohmique dans un circuit électrique? Dans la plupart des exercices, comme dans le cas du dipôle RC, on a vu que le dipôle RC est constitué par un conducteur ohmique
de résistance R en série avec le condensateur de capacité C. Son rôle principal, c'est la protection du condensateur et des autres appareils qui sont introduits dans le circuit. Il va donc abaisser l'intensité du courant électrique parce que certains appareils peuvent ne pas tolérer des intensités de courant électrique qui sont élevées. Donc, pour abaisser l'intensité du courant électrique, on doit introduire un conducteur ohmique. Plus la valeur de R est grande, plus la valeur de I est abaissée. Donc, le rôle du conducteur ohmique, le premier rôle, c'est un rôle de protection. Il protège quoi? Il protège les dipôles qui sont montés en série avec le conducteur ohmique. Il les protège de quoi? Il les protège des intensités élevées du courant électrique. Pourquoi il va les protéger? Parce qu'il va abaisser l'intensité de I, du courant électrique. Mais il va jouer un autre rôle et qui est un rôle négatif. C'est quoi ce rôle négatif? L'introduction d'un conducteur ohmique, ça va consommer de l'énergie électrique en la transformant en chaleur. Donc c'est une dissipation ou bien de l'énergie électrique sous forme d'énergie calorifique ou bien de chaleur. C'est ce qu'on va appeler l'effet Joule. Donc, là où il y a une résistance, la lettre R, soit majuscule, soit minuscule, on va assister à une dissipation de l'énergie électrique sous forme d'énergie calorifique, c'est-à-dire de chaleur. Dissipation, c'est-à-dire perte. C'est pour cela qu'on va introduire les conducteurs ohmiques, par exemple, dans le cas de la fer à repasser, parce qu'on a besoin de transformer l'énergie électrique en chaleur. Dans une fer à repasser, on va trouver à l'intérieur de ce fer à repasser un conducteur ohmique avec une résistance variable. En augmentant la longueur du fil, on augmente la valeur de R, on augmente la valeur de la chaleur. Donc, un conducteur ohmique, ça sert à protéger, dans ce cas, il va protéger la bobine, mais aux dépens d'une perte de l'énergie électrique
sous forme de chaleur. Il faut noter ici que I est toujours égal à D de Q sur dt. L'intensité du courant électrique, c'est la variation de la quantité d'électricité par rapport au temps. Donc cette année, on est intéressé par l'impact du temps sur des variables qui sont mesurables de façon directe et d'autres variables qu'on peut trouver leur valeur en appliquant des relations comme des relations mathématiques comme pour l'énergie par exemple. Donc ici, la variable mesurable, c'est l'intensité du courant électrique. On peut la mesurer en utilisant un ampère-mètre. Donc bien sûr, ici, moins R, ça va être moins R fois I. On passe maintenant à la bobine. Qu'est-ce qu'une bobine? C'est un fil enroulé qui possède lui aussi deux bornes et c'est un récepteur. Récepteur, c'est-à-dire il ne peut pas générer de l'énergie électrique par lui-même. Il va donc recevoir de l'énergie électrique, la transformer en d'autres types d'énergie. Pour cette bobine, elle est caractérisée par deux constantes. La constante grand L et la constante petit r. Si on considère que cette bobine est traversée par un courant d'intensité petit i de la gauche vers la droite, la tension entre les bornes de la bobine est notée par une flèche dans le sens contraire de celui de I. On applique toujours la convention récepteur. Pourquoi? Parce que la bobine est un récepteur. On va la noter U, la tension U, L. Dans certains exercices, on trouve U, B, la tension au bord de la bobine. B, c'est la première lettre de la bobine. Ici, on peut mentionner U, L. Pourquoi? Parce que L, c'est la grandeur qui nous intéresse ici. C'est la grandeur qui va faire la différence. Dans ce cas, cette tension, elle est égale à petit r fois I plus L d de I sur dt. La tension est donnée en volts. Petit r, une résistance en ohm, oui, et I en ampères. Pour L, elle est donnée en Henry. C'est l'unité de L. Bien sûr, D de I, elle est donnée en ampères et D de T en secondes. R, ça représente la résistance de la bobine. L, l'inductance
magnétique de la bobine. Maintenant, quels sont les effets de la bobine? Les effets de la bobine, elle va donc s'opposer à tout changement brusque, surtout brusque, de I. Donc, elle fait quoi? Il retarde soit l'établissement du courant électrique de I, soit l'annulation brusque de I. L'établissement du courant, c'est-à-dire le passage de la valeur I, par exemple, égale 0, à une valeur I supérieure. On a avant, par exemple, à t égale 0, l'intensité I égale 0. Pourquoi? Parce que, par exemple, l'interrupteur K est ouvert. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, à cet instant, on va passer de I égale 0 à I supérieur à 0. On va donc parler de l'établissement de courant électrique. Dans le cas de l'annulation, le courant passe à travers la bobine et on va ouvrir l'interrupteur, c'est-à-dire passer de I supérieur à 0 à I égale à 0. Dans ce cas, on va parler d'annulation de courant électrique. La bobine a pour effet de retarder. Donc, si on essaie de faire passer un courant électrique à travers la bobine, la première fois que le courant veut traverser cette bobine, il va le bloquer. Il va le faire passer avec un retard. Donc la bobine ne fait pas passer le courant électrique d'une façon brusque. Il va retarder son passage. En même temps, lorsque la bobine est traversée par un courant électrique et on veut fermer l'interrupteur, la bobine ne veut pas lâcher le courant électrique. Il va retarder l'annulation de l'intensité de ce courant électrique. On appelle ça les effets de la bobine. Donc, en parlant des effets de la bobine, on peut ajouter le rôle de la bobine. Qu'est-ce qui nous intéresse dans une bobine? Son rôle, c'est d'emmagasiner de l'énergie magnétique.
cette énergie, on va la noter EM de T, c'est une variable qui est égale à 1 demi L fois I au carré. I, c'est une fonction de T. Dans ce cas, l'énergie magnétique est donnée en joules, L en Henry et I en ampères. Cela veut dire que I au carré va avoir l'unité l'ampère au carré. Donc ce qui nous intéresse pour une bobine, c'est à chaque fois qu'on fait passer du courant électrique à travers cette bobine, elle va emmagasiner de l'énergie magnétique dont la valeur augmente en fonction de L, c'est-à-dire l'inductance de la bobine, plus la valeur de L est grande, plus l'énergie magnétique est grande. En même temps, cette énergie va augmenter lorsque l'intensité du courant électrique augmente. Donc, si l'intensité du courant électrique, par exemple, est doublée, la valeur de l'énergie magnétique est quadruplée. C'est 2 au carré. Si on fait tripler la valeur de I, la valeur de l'énergie magnétique emmagasinée est 9 fois plus grande. Donc pour le moment, on a vu jusqu'à maintenant les deux dipôles qui vont former un seul dipôle par la suite en faisant réunir un conducteur ohmique de résistance R avec une bobine d'inductance magnétique L et de résistance interne R. Le tout, les deux sont liés en série pour former un dipôle RL. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Bon, il faut noter que notez bien qu'on peut parler de bobine idéale. Ou bien bobine idéalisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la résistance interne est nulle. Donc, pour la bobine idéale, la tension UL est donnée par la relation L fois D de I sur D de T. En remplaçant la valeur de R par 0, 0 fois I, ça donne 0. Donc on a seulement la tension qui dépend de la variation de I et de la valeur de l'inductance magnétique. Il faut aussi noter que si I de T est une constante, I0 constante, dans ce cas, d de I sur dt, la dérivée de l'intensité I par rapport au temps est nulle. Donc, pour une bobine réelle, si la bobine
est réel, cela veut dire que UL égale à R fois I plus D de I plus L D de I sur DT. D de I sur DT égale à 0. UL égale à R fois I0, c'est-à-dire fois I. Dans ce cas, la bobine réelle joue le rôle d'un conducteur ohmique. Donc, il ne peut pas, il ne pourra jamais, dans ce cas, s'opposer au changement brusque de I. Parce que le facteur qui va s'opposer au changement brusque de I, c'est ce facteur-là, L fois D de I sur DT. Donc, si ce facteur est nul, la bobine va jouer le rôle d'un conducteur ohmique simple. Et la tension au bord de cette bobine va dépendre de la valeur de la résistance interne petit r et de la valeur de l'intensité du courant électrique. Ceci est un cas particulier lorsque I de t n'est pas variable, c'est-à-dire constante. Maintenant, on va voir le dipôle RL. Donc, le dipôle RL, il est constitué par une bobine et d'un conducteur ohmique de résistance R. Pour faire passer un courant électrique à travers ce dipôle, celui-là, le dipôle RL possède ces deux bornes-là. Ce n'est pas celui-là. Celui-là, c'est un conducteur ohmique simplement. L'autre, c'est un autre récepteur qui est une bobine. L'ensemble, c'est-à-dire le conducteur ohmique lié avec la bobine en série, vont former le dipôle RL. Donc les deux bornes du dipôle RL sont ce point-là et ce point-là en haut. On va maintenant essayer de faire passer un courant électrique. On a besoin d'un générateur. Dans le premier cas, on va utiliser un générateur idéal de tension. Idéal de tension, cela veut dire que la tension entre ces deux bornes reste constante, quel que soit le cas. C'est-à-dire, avec passage du courant électrique, I différent de 0, ou bien I égale 0. Pour former un circuit, on a besoin d'un interrupteur. Dans le premier cas, l'interrupteur est ouvert. Et on va lier ces deux points-là. En fermant l'interrupteur, on peut faire passer un courant électrique dans le circuit. Mais tant que l'interrupteur est ouvert, il n'y a pas passage de courant électrique. Tout d'abord,
E, ça représente la force électromotrice du générateur. Il est aussi appelé, donc E, force électromotrice du générateur, et les données en volts. Il est aussi appelé la tension à vide, c'est-à-dire la tension entre les bornes du générateur lorsque l'intensité du courant électrique est nulle. Autrement dit, lorsque l'interrupteur est ouvert. Pour ce générateur, il va garder la même tension, c'est-à-dire sa tension lorsque I égale 0, lorsque K est ouvert, va avoir la même valeur lorsque on va fermer l'interrupteur, c'est-à-dire lors du passage du courant électrique dans ce circuit. Donc les informations qu'on peut avoir jusqu'à maintenant, lorsque K est ouvert. En suivant la flèche de E, de la force électromotrice, il faut noter que le point en bas, ça représente le pôle négatif et le point en haut, ça représente le pôle positif. Donc, tant que l'interrupteur est ouvert, il n'y a pas passage de courant électrique. Mais la tension entre les bornes du générateur est égale à E, tandis que la tension entre les deux dipôles R et L, c'est-à-dire le dipôle RL, est nulle, parce qu'il n'y a pas passage de courant électrique. Maintenant, si on ferme l'interrupteur, donc une fois l'interrupteur fermé, on aura passage du courant électrique dans ce circuit. Comment connaître le sens du courant électrique dans ce cas? On va chercher la flèche qui représente la force électromotrice. Le courant électrique doit avoir le même sens que la flèche qui représente la force électromotrice. On représente le sens et I minuscule à côté. Donc on va garder ce sens-là, le courant va tourner dans ce sens et on doit représenter I devant soit la bobine, soit le conducteur ohmique. Pourquoi faire? Parce que la question qui va venir après, c'est de représenter la tension, soit aux bornes du conducteur ohmique, soit aux bornes de la bobine, soit les deux en même temps. Puisque le conducteur ohmique R et la bobine sont deux récepteurs, on va utiliser la convention récepteur, c'est-à-dire la tension au bord de chaque dipôle doit avoir le sens opposé à celui de I. Cette flèche va représenter la tension au bord de R, c'est UR. De la même façon, entre les bornes de la bobine, la flèche doit être représentée dans le sens contraire de I, on va la noter UL. Donc, une fois qu'on a représenté la tension UR et la tension UL, la question qui va venir après, c'est de trouver l'équation différentielle
vérifié par I. Bon, la première des choses qu'il faut noter, c'est que I égale à D de Q sur dt. La deuxième des choses, c'est que UR égale à R fois I. C'est la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. Et la troisième chose, c'est que UL égale à R fois I plus L d de I sur dt. Donc la première des choses à faire, c'est de noter ces trois relations dans un brouillon. On commence donc par quoi? On va commencer par la loi d'additivité des tensions. C'est le même travail qu'on a fait pour un dipôle RC. Donc, elle dit quoi? Cette loi, la somme de UR plus UL est égale à E. La question est à propos de l'équation différentielle vérifiée par I. C'est quoi une équation différentielle? C'est-à-dire, il faut trouver une relation où on va avoir au moins la dérivée d de I sur dt. Ou bien une relation entre d de I sur dt et I. Et en même temps en fonction du paramètre de ce circuit. Donc, quels sont les paramètres du circuit RL? Dans ce cas-là, les paramètres sont les constantes E, grand R, grand L et petit r. Les variables sont UR, UL et I. Donc ces trois sont variables en fonction du temps. Les autres sont des constantes. Ils vont représenter la base des données. Donc une fois qu'on a écrit la loi d'additivité des tensions, il suffit de remplacer. On remplace UR par grand R fois I, plus, maintenant on doit remplacer UL. Donc c'est petit r fois I, plus L, d de I sur dt. Le tout égal à E. On rappelle que E, c'est la force électromotrice du générateur. On a ici un facteur commun, c'est I. Donc I, facteur de grand R plus petit r, plus L fois d de I sur dt, égale à E. On va essayer de rendre ce facteur, le facteur de I, égal à 1. Dans ce cas, on doit diviser par R plus petit r. Il suffit donc de multiplier la totalité par l'inverse de R plus petit r. On va avoir I fois R plus petit r fois 1 sur R plus petit r, ça donne I. Plus, maintenant, L fois 1, c'est L, divisé par R plus petit r, fois d de I sur dt, égale, il ne faut pas oublier qu'il faut
multiplié par l'inverse de R grand R plus petit r de la totalité de l'équation. Donc, on va trouver ici E sur R plus petit r. Cette constante, on va l'appeler temps, taux, la constante du temps, et l'équation devient I plus taux d de I sur dt égale à E sur grand R plus petit r. On a trouvé une relation entre I, sa dérivée, et qui tient en compte des paramètres, c'est-à-dire E, grand R, petit r et L. C'est ce qu'on va appeler équation différentielle du premier ordre. Pourquoi du premier ordre? Parce qu'on a ici d sur dt, une différentielle du premier ordre. Si on avait d au carré i sur dt au carré, c'est une différentielle du deuxième ordre. Donc, une fois qu'on a réussi à trouver l'équation différentielle, la question suivante, ça va être à propos de la solution de cette équation différentielle. Dans l'exercice, on va nous proposer une solution. On va nous dire la solution de l'équation différentielle ED s'écrit sous la forme, par exemple, I de t égale à A exponentielle moins alpha fois t, par exemple, plus b. Donc, c'est la solution proposée par l'exercice. A, b et alpha sont des constantes qu'on va essayer de donner leur expression en fonction des paramètres du circuit ici. Les paramètres, je rappelle, qui sont la force électromotrice E du générateur, la résistance grand R du conducteur ohmique, la résistance petit r de la bobine et l'inductance L de la bobine. Donc, il faut trouver l'expression de A en fonction de ces paramètres, l'expression de B et l'expression de alpha. Comment faire pour répondre à cette question? Donc, tout d'abord, on va essayer de donner l'expression de d de I sur dt en se basant sur la solution de l'équation différentielle proposée. Donc, si I de t a cette expression, on cherche tout d'abord, la première étape, c'est de chercher d de I sur dt. On a ici une somme, donc on va faire la somme. Donc c'est la dérivée de la première partie plus la dérivée de la deuxième partie qui est une constante. B est une constante, sa dérivée est nulle. d de I sur dt. Maintenant, on fait comment pour faire la dérivée de cette expression? On a déjà vu
la méthode dans le dipôle RC. La méthode est très simple. On va chercher ici l'exposant. On va remplacer T par 1. Si je remplace T par 1, le résultat, ça va donner moins alpha. Donc, je vais faire descendre ce moins alpha. Et je vais multiplier par la totalité de la fonction, c'est-à-dire A exponentielle moins alpha fois T. Très bien. Donc, la première partie, c'est de chercher la dérivée. Maintenant, la deuxième partie, on doit remplacer dans l'équation différentielle. Donc, remplacement dans l'équation différentielle. Tout d'abord, on va réécrire l'équation différentielle. I plus taux fois d de I sur dt égale E sur grand R plus petit r. Si on veut travailler dans le cas général, je peux éliminer taux, la remplacer par L sur grand R plus petit r. Donc je vais remplacer tout d'abord I par l'expression proposée dans l'exercice. On va avoir A exponentielle moins alpha fois T plus B. Maintenant, j'ai remplacé I par cette expression, plus, donc L sur grand R plus petit r fois la dérivée de I sur dt que je viens de chercher. Donc, fois moins alpha A exponentielle moins alpha fois T. Le tout égale à E sur R plus petit r. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un facteur commun. A exponentielle moins alpha fois T, A exponentielle moins alpha fois T. On factorise par ce facteur. Donc ici, je vais retrouver 1 moins quoi? Moins alpha fois L sur R plus petit r. Je vais ajouter B et je vais faire rentrer E sur grand R plus petit r. Il était positif. Lorsqu'il va rentrer, il va devenir négatif. Pour que cette expression soit valable, il faut que ce coefficient soit nul et le deuxième coefficient soit nul. On va avoir un système
d'équations. Dans ce système d'équations, B moins E sur grand R plus petit r égale 0 et 1 moins alpha fois L sur grand R plus petit r égale à 0. Ceci va conduire à B égale E sur grand R plus petit r et à alpha égale R plus petit r sur L. Donc jusqu'à maintenant, on a trouvé deux paramètres. B, la constante B, et la constante alpha. Donc, si ces deux étapes ne répondent pas à la totalité des constantes, dans ce cas, on n'a pas répondu à l'expression de A, on va utiliser une troisième étape. Donc, on va utiliser les conditions initiales. C'est quoi les conditions initiales? On va chercher la valeur de I à l'instant T0 égale à 0. La valeur de I était nulle parce que le circuit était ouvert et le courant ne passait pas avant t égale à 0. Dans ce cas, je vais remplacer dans l'expression proposée. Donc, I à l'instant t0 égale à 0, elle est égale à quoi? Elle est égale à A fois l'exponentielle moins alpha fois 0, ça fait 0. Plus B. Or, l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ça va donner A plus B. En réunant les deux résultats, I à T0 égale à 0 d'après les conditions initiales était nul, et que I à l'instant T égale à 0 égale à A plus B selon la solution proposée par l'exercice, on a donc A plus B égale à 0, donc A égale à moins B. L'expression de B est déjà donnée. Donc, une fois qu'on a trouvé l'expression de A, B et alpha, on peut remplacer dans l'expression donnée dans l'exercice sous forme de solution de l'équation différentielle. Donc, on écrit I de t égale, donc A, c'est moins B exponentielle moins alpha fois t plus B. Ou bien I de t égale B facteur de 1 moins exponentielle moins alpha fois t. Ou bien en remplaçant B, c'est E sur grand R plus petit r, facteur de 1 moins l'exponentielle moins alpha. Il faut noter qu'ici, que alpha, c'est l'inverse de taux, c'est 1 sur taux. Donc moins
t sur taux. Dans ce cas, I de t cette expression, je peux la remplacer par I max ou bien I0. Donc on aura I0, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Avec I0 égale E sur grand R plus petit r et taux égale L sur grand R plus petit r. Donc, il faut se rappeler que l'expression ici de I en fonction de t, ça ressemble à l'expression de UC dans le dipôle RC lors de la charge du condensateur. On avait eu UC de T égale à U max, UC max, facteur de 1 moins l'exponentielle de moins T sur T. Donc ici, au lieu de UC, on a I de T. Au lieu de UC max, on a I0. On a ici taux, sauf que taux dans le dipôle RC, c'est R fois C. Ici, c'est L sur grand R plus petit r. On peut aussi nous demander à travers une courbe I en fonction de T, cette courbe va prendre cette allure. Donc ici, la valeur de I est constante. Dans ce cas, ça va constituer ce qu'on appelle un palier. La courbe ici est parallèle à l'axe des abscisses. À partir de cette valeur, on peut noter I0 ou bien Imax. Imax, c'est la valeur maximale que va prendre I de t. La courbe passe de la valeur 0 à la valeur Imax. C'est une courbe croissante. Donc, pour trouver, par exemple, la valeur de taux, on va le tracer une tangente qu'on va appeler la tangente à l'instant t égale 0, grand T0. Cette tangente va coïncider avec l'asymptote horizontale en un seul point. Pour trouver la valeur de taux, il suffit de faire la projection sur l'axe des abscisses.
cette valeur va représenter la valeur de taux. On a une autre méthode graphique, c'est que taux coïncide avec la courbe I de t en un seul point. En faisant la projection, ici, on peut montrer que cette valeur, c'est 0,63 fois IM. Si je remplace ici t par taux, on aura I à l'instant taux égale I0 ou bien I max, facteur de 1 moins exponentielle. Je remplace t par taux, taux sur taux, ça fait moins 1. Et il faut noter que l'exponentielle de moins 1, c'est 0,37. Donc si je remplace l'exponentielle de moins 1 par 0,3, il faut rappeler que I à l'instant taux est égal à I0 facteur de 1 moins l'exponentielle de moins 1. En remplaçant t par taux, taux sur taux, ça va donner 1, multiplié par moins 1, c'est l'exponentielle de moins 1, et que l'exponentielle de moins 1, c'est 0,37. Donc cette expression devient I0 facteur de 1 moins 0,37, c'est-à-dire 0,63 fois I0. La valeur de taux est déterminée dans ce cas graphiquement. La valeur de I0 ou bien I max, ça revient au même, est déterminée elle aussi graphiquement. Donc la valeur de I max plus la donnée de la valeur de E, les deux peuvent nous renseigner sur la résistance totale du dipôle RL. Ou bien, dans certains cas, on peut déterminer la valeur petit r de la résistance de la bobine. Tandis que la valeur de taux peut conduire à la détermination de la valeur de L. Donc, graphiquement, la valeur, on peut déterminer la valeur de IM, et à partir de la valeur de IM déterminée graphiquement, E est une donnée, on peut déterminer la valeur de R plus petit r, qui est égal à E sur IM. Et on peut même déterminer la valeur petit r, c'est-à-dire E sur IM moins grand R. Graphiquement aussi, on peut déterminer la valeur de taux. Cet axe, c'est un axe des abscisses. Donc taux, c'est un abscisse. Taux va donc représenter l'abscisse du point de rencontre entre la tangente à la courbe I de t à l'instant t égale 0 et l'asymptote horizontale d'équation I égale à IM. Ou bien, taux représente l'abscisse du point de la courbe I de t dans l'ordonnée est 0,63 fois IM. On a donc deux définitions de taux qui sont des définitions qui vont nous aider à déterminer la valeur de taux.
L'autre définition de taux, c'est que taux égale au rapport de l'inductance L sur la résistance totale du dipôle RL. Donc, graphiquement, la détermination de la valeur de taux conduit à la détermination de la valeur de L, qui est égale à R plus R fois grand taux. En plus, en multipliant taux par 5, 2 fois taux, 3 fois taux, 4 fois taux, 5 fois taux, on peut déterminer par cette valeur de 5 taux deux régimes. On a ici un régime et au-delà de 5 taux, un deuxième régime de 5 taux jusqu'à l'infini. Donc à partir de 5 taux, la valeur de I de t est constante. On peut parler de régime permanent. Dans ce régime permanent, donc le régime permanent, on a I de t égale à Im, c'est une constante, et on a t est supérieur ou égal à 5 fois t. Avant le régime permanent, on a un régime où la valeur de I va passer de 0 jusqu'à la valeur maximale. Donc I de t est variable. C'est un régime transitoire. Dans le régime transitoire, I de t est inférieur à Im et t est comprise entre 0 et 5 taux.